pour avoir accepté d'honorer de votre présence. En ce jour mémorable, ce forum qui se veut un vaste espace de rencontres et de discussions autour des questions qui touchent notre pays. Il ne vous a guère échappé que ce forum se tient à l'occasion de l'élection présidentielle qui se déroule aujourd'hui même en Mauritanie. Soyez Free Consulting, en tant que support de communication, en organisant cette rencontre dans un esprit purement apolitique, a décidé de donner la parole à la jeunesse pour qu'ils expriment librement leurs opinions sur un ensemble de questions qui touchent l'avenir de notre cher pays. Pour le succès de cet événement, nous avons choisi les thèmes de discussion qui sont présentés par d'éminents professeurs et intellectuels. Je veux nommer l'enseignant-chercheur Lo Gourmand Abdoul, le professeur-chercheur Abdelwed Boulechef, ainsi que M. Djibril Diaw, qui est encore arrivé, il y a des problèmes de transport. Donc un auteur et réalisateur. Sans plus tarder, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée et bienvenue à ce forum qui est le vôtre. Donc je repasse la parole à M. Abdoul. Le problème, c'est que le vécu concret, c'est le problème de la représentation. Moi, en tant que mot, je veux bien sentir que mes frères sont là, mes frères de sang, même lorsqu'ils ne me servent pas, au moins dans l'apparence. Et il y a une sorte de satisfaction. C'est des choses concrètes. Ils sont vécus comme tels par les gens, dans l'immédiat. C'est comme ça. Et ça fait partie de l'espace politique réel chez nous. On ne peut pas ne pas tenir compte, on ne peut plus ne pas tenir compte de ça. On ne peut pas. Si vous voyez que les gens décomptent le nombre de ministres négro-africains, le nombre de ministres maures, le nombre de ministres rabbis, c'est pourtant ils savent très bien que même s'il y avait 40% de ministres Halpulaar, ça ne changerait strictement rien à leurs conditions d'existence. Ils vont quand même continuer à galérer. Ils vont continuer à chercher des lobbies pour aller chercher une bourse. Et ils savent très bien que les gens qui seraient nommés ministres, dans le cadre du système politique, économique, social actuel, ce sont des gens qui se préoccuperont d'abord de la situation de leurs enfants et de leur propre situation. Ça, ils le savent. Mais peu importe, ils dormiront avec l'illusion que c'est quand même un Halpulaar qui les écorche. Et ils se diront, je préfère vivre avec l'injustice commise par quelqu'un de mien qu'une injustice qui est encore accrue par le fait que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a soumis. C'est comme ça le problème des êtres humains. Donc, il y a bien là un problème réel, et ce problème-là, on doit en tenir compte si on veut trouver. Attention, ça ne sera jamais une solution à ce problème-là. Jamais. Parce qu'ici, on est dans l'ordre du symbolique, dans l'ordre de la représentation. Dans l'ordre de la réalité, ici, ce dont il va s'agir maintenant, c'est du vécu de chacun. Et le jour où le vécu de chacun servira de base réelle dans le choix des personnes qui vont diriger, à ce moment-là, eh bien, on va répondre à votre question. L'État, ce sera ceux que nous aurons portés à la tête du pays pour nous diriger et qu'on pourra enlever lorsqu'ils ne nous satisferont pas. Point, où qu'il soit. Il y a donc ici, à ce moment-là, le réel problème de la démocratie qui se pose. Vous voyez, c'est plus qu'un biais, ça en devient une condition. Les anthropologues, en tout cas, ou les sociologues aussi, distinguent ce qu'ils appellent des sociétés holistes, des sociétés individualistes. Quand vous pensez par exemple aux élections, vous pensez normalement isoloir, one man, one vote, comme on dit. Ça, c'est des individus qui font la démocratie. Ce ne sont pas, c'est une affaire qui se manifeste individuellement. Mais pour qu'elle apparaisse, il est probable qu'il soit indispensable qu'apparaisse ce qu'on appelle un sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Là, il faut faire un petit peu de philosophie, probablement. Songer à Descartes, je pense, je suis, songer à Emmanuel Kant, surtout à la philosophie des Lumières. Quand Kant dit il y a un sujet transcendantal, ça veut dire il y a quelqu'un dont le mode de réflexion, le mode de pensée est centré sur lui-même, d'abord, et sur une idée critique de tout ce qui peut dépasser cet individu, si vous voulez. La connaissance va passer par ce sujet individuel. Et il n'acceptera aucune loi autre que celle qui vient de sa pensée à lui. En tant qu'elle est construite évidemment sur des catégories de pensée, sur un héritage, et surtout sur la rationalité qui lui permet de s'exprimer. Donc ça, effectivement, c'est une nuance par rapport à ce que disait Le Gourmand. Même si aux États-Unis on jure sur la Bible et que sur les dollars il est marqué « In God we trust »,
ça veut dire nous croyons en Dieu, ça, ce sont des choses qui sont réelles, mais en même temps, les États-Unis ont été fabriqués par des migrants issus généralement de dissidence du christianisme européen, extrêmement combatifs entre elles, extrêmement hostiles les unes aux autres, en particulier le monde des Quakers et toutes les variantes du protestantisme qui se sont développées aux États-Unis. Et l'Europe, c'est la même chose. Ces sujets-là, de la Renaissance et à partir de la Renaissance, se sont construits sur la fin, enfin sur d'abord des guerres civiles religieuses, et ensuite sur l'apparition de la tolérance, de l'idée de tolérance associée à celle de rationalité et de sujet. Et ça, je crois que dans les univers que nous connaissons, c'est une affaire qui n'est pas gagnée pour l'instant. Parce que si on parle aujourd'hui, malheureusement, si on pose le problème, j'aimerais bien le gourmand tout à l'heure, il parle avec nous, il fait nous en conférence en Poula, Min Anani Poula, ça ne me pose pas de problème. Donc, la Mauritanie aujourd'hui, مشكلة موريتاني أستاذ le gourmand, في النخبة في المثقفين. Donc, en arabe, tout le monde il va comprendre l'arabe. Parce que, pourquoi? La majorité des gens ici... S'il vous plaît, la majorité... Attendez, je finis. La majorité des gens, c'est la Halpoula. La Halpoula, c'est eux qui sont apportés l'islam dans l'Afrique nord-ouest. Tout le poulard, il parle arabe. En général. Je pense que le fond du problème ne date pas de la constitution, la dernière constitution de 91, j'ai oublié exactement la date. Le fond du problème de la Mauritanie, toutes les institutions mauritaniennes doivent être repensées sur un socle où tous les Mauritaniens négro-africains, arabo-berbères, sur cycle pied d'égalité. Partir aujourd'hui avec de nouvelles institutions, même en donnant, en reconnaissant constitutionnellement les communautés, en leur donnant le droit qui en découle. Si on part ignorant, faisant table rase de toute la différence, de toute la difficulté, toute la discrimination dont sont victimes les principaux noirs, les principaux victimes sont des noirs, c'est faux, c'est véritablement cet état démocratique que nous tous nous rêvons. Je pense qu'il y a énormément, la classe politique aussi a une part de responsabilité dans le diagnostic et l'analyse de la question fondamentale mauritanienne. Donc pour l'identité, vous avez parlé des ethnies mauritaniennes, mais j'aimerais savoir quelle est l'heure d'origine, chaque ethnie. Quel est le premier en Mauritanie? La question de l'unité nationale est une question assez complexe en Mauritanie, qui n'a pas pu être résolue par les différents pouvoirs qui se sont succédés dans le pays. Et je voulais vous poser une question en tant qu'homme politique. Quand vous serez aux affaires, quelle est la solution que vous envisagez pour résoudre cette question complexe? Merci. Les Africains, eux, ont toujours vécu le phénomène linguistique, non pas comme quelque chose de restrictif, mais comme un don de Dieu. Si vous voyez qu'il y a autant de langues, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de cas de génocide dans l'histoire du continent contre une langue ou contre une ethnie. Au contraire, les Africains en général, et c'est l'histoire qui parle comme ça, sont des êtres qui généralement dans leur culture s'acceptent et même se parlent et parlent leur langue respectivement sans problème. Cette extraordinaire diversité, c'est ça le multiculturalisme à l'africaine. Pas un multiculturalisme théorisé, stylisé, européanisé, c'est-à-dire qui part des réalités externes au continent, mais un multiculturalisme nourri à la sève du continent, qui est quelque chose qui est né spontanément de notre vécu historique. Ça, ce multiculturalisme-là, c'est une réalité. On n'a pas à l'inventer ou à le réinventer, on a à le faire vivre. On a à le traduire dans nos actes politiques et culturels. On a à en tenir compte pour l'introduire dans l'espace de nos rapports. Par exemple, cette histoire de traduction en Mauritanie. La tragédie du pays en Mauritanie maintenant. La tragédie, vous savez c'est quoi? C'est que les mots, les négro-africains ne se parlent plus. C'est tout. Vous savez pourquoi ils ne se parlent plus? Parce qu'ils n'ont plus de langue commune. Et ils n'ont plus de langue commune, pourquoi? Parce que tout simplement, le système d'enseignement est désormais un système d'enseignement, et je pèse mes mots, d'apartheid. C'est l'apartheid sud-africain. Pratiquement tel qu'on l'a vécu en Afrique du Sud. Il y a d'une part les Maures qui parlent arabe, entre eux, il y a les négro-africains qui parlent arabe, et d'ailleurs, si les uns convoquent, les autres ne viennent plus. Parce que le Pamdita, on ne va pas se comprendre. Et les négro-africains d'ailleurs reprochent aux Maures que quand ils sont entre eux, ils parlent Maure et ils refusent désormais de traduire parce que le français est expulsé du champ de la discussion. Et moi, j'ai énormément de mes étudiants, et j'enseigne à l'université à Nouakchott,
c'est une tragédie pour eux. Ils se disent, c'est fou, nous ne participons plus à l'espace politique. Pourquoi? Parce que quand on vient, les mots qui sont là parlent hassania et ne traduisent plus. C'est pas seulement qu'ils ne parlent plus hassania, qu'ils parlent hassania, mais ils ne traduisent plus. Ils considèrent qu'il faut parler hassanien. C'est tout, c'est devenu naturel. Donc eux aussi, ils fuient. Ils s'en vont. Il faut leur club, il faut leurs initiatives, pas seulement des initiatives pour Aziz, et des choses qui leur permettent eux aussi d'avoir. Alors ça crée quelque chose d'extrêmement dangereux et qui crée justement ce sentiment qu'il y a une rupture qui est en train de se faire dans la société. D'ailleurs, elle s'est déjà faite. Il s'agit maintenant en fait de rafistoler quelque chose plutôt qu'autre chose, parce que moi ce que je vois est quelque chose de tragique. Voilà le multiculturalisme qui aujourd'hui est à bas, est complètement devenu une sorte de cadavre, qui n'est pas encore dans le placard, mais il est là, le cadavre on le voit bien. Et c'est ce multiculturalisme qui est mort sous nos yeux et qu'il sera difficile de faire revivre. Je pense que pour bâtir une nation, il faut être d'abord serein. Les Bhoutanais disent quelque chose d'extrêmement intéressant que nous devons peut-être tester en Mauritanie. C'est développer ce qu'ils appellent le bonheur intérieur brut, au lieu de développer le produit intérieur brut. Si nous arrivons à développer le bonheur intérieur brut, en nous tranquillisant un tout petit peu, en comprenant que nous sommes, comme tous les pays du monde, constitués de communautés, qui ne sont pas reconnues, comme le dit Gourmou, il a dit quelque chose d'extrêmement important pour le chercheur que je suis, la reconnaissance des langues sans pour autant la reconnaissance des communautés. Mais pourtant, tacitement, on les reconnaît, puisque les candidats qui fonctionnent aujourd'hui fonctionnent en fonction, si je peux m'exprimer ainsi, de leur communauté. Si j'ai pris la parole, c'est pour témoigner de quelque chose, comme beaucoup d'entre vous. Hein. J'ai quitté le pays depuis 25 ans. Depuis 10 ans, chaque année, je suis 2 fois au Maroc. La dernière fois, il y a moins d'une semaine. À chaque fois que je suis au Maroc, les débats tournent autour de l'identité du Maroc. J'y vais, je fais là-bas des cours sur l'étranger, sur la relation à l'autre, ce que je ne peux pas faire encore chez moi. Parce que tout simplement, il y a le handicap de la langue. Je suis peut-être fautif, quelque part. L'événement du 89 m'a démontré que je n'étais pas un Kori, que j'étais dans Ivoulène. Parce que tout simplement, j'habitais au 6e arrondissement, et quand on a voulu nous attaquer, à chaque fois, on nous disait, nos voisins nous disaient, donc je voyais mon identité se dégrader. Je ne sais plus qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis Ivoulène ou le Kori? Je débarque à Dakar, pensant que j'allais me disparaître dans la masse des Noirs, puisque je suis un Noir. Tout d'un coup, mon ethnicité me remonte à la figure. Je deviens Hapoula. Le Kori a disparu, le Foulani a disparu, tout le Mbirou. Donc je fonctionne avec ça, je lutte carrément. Je dis, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie, tu es en Kori, tu t'es transformé en Foulani, et aujourd'hui tu es en Toulouse. Je débarque en France, je deviens noir. Je ne sais plus quelle identité je dois avouer. Tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait devenir un être humain. Si nous acceptons d'être des êtres humains en Mauritanie, nous pourrons peut-être dialoguer. Parce que le problème fondamental, c'est la communication. Je voulais juste poser des questions concrètes parce qu'on parle toujours d'unité, de problèmes de cohabitation, de problèmes de réunification. On voit à chaque fois qu'on parle du monde ou du système, il y a des morts qui se disent non, mais nous aussi on est victimes. Alors que quand je vois ce qui se passe concrètement sur le terrain, ici nous sommes en France, on voit tous les combats que nous menons, entre autres cet enrôlement. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu un arabo-berbère venir manifester. Et comment se fait-il qu'ils disent eux qu'ils sont victimes et on ne les voit pas sur le terrain? Et nous qui manifestons tous les jours sur le terrain, c'est parce qu'on ne combat pas pour les Poulards, pour les Wolofs, pour les Soniqués, pour les Bambara. Mais on combat un système qui est là. Aujourd'hui, par rapport à tous ces problèmes, pourquoi ne viendraient pas, bon, peut-être qu'eux ils sont là, pourquoi ils ne se viendraient pas s'ajouter à nous qui luttons contre ce système? Ou bien sont-ils avec le système, cautionnent-ils le système, ou bien tout simplement
que s'ils sont victimes, pourquoi ils ne viennent pas? Voilà. Moi, je voulais surtout vous adresser la question vous là. Mais, donc, ce qu'on va se passer, c'est que Gourmou et Abdouloulou vont essayer de répondre aux questions et nous allons donner la parole aux différentes associations qui ont été invitées, 1 minute chacune, pour se présenter ou si elle a des questions à poser. Donc, je laisse la parole à Abdouloulou et à Gourmou. On essaie de se calmer un peu. Juste un petit mot sur les ethnies. Et, je crois que la question des origines est souvent une question assez mal posée, parce qu'en matière d'affaires sociales, il n'y a aucune origine absolue de quoi que ce soit. Tout est toujours parti de différentes choses compliquées qui se sont inter-influencées. Et par exemple, la tentation de trouver une origine absolue, qui est celle qui se manifeste dans la recherche généalogique, part de l'idée que les hommes sont tous effectivement, ça c'est la lecture biblique et coranique de l'origine des hommes, que les scientifiques en général refusent parce qu'ils considèrent que l'humanité a un peu plus de 4 millions d'années, l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui a un peu plus de 4 millions d'années, et donc on ne peut pas faire son histoire, si vous voulez, comme on fait l'histoire comme l'histoire de la Bible ou le Coran voudrait le faire. Et par ailleurs, je crois qu'il faut se rendre compte que il y a une grande plasticité du phénomène ethnique. Chaque individu a plusieurs, comme le disait Abdelrahman Gaïdé tout à l'heure, les ethnies ne sont pas, même si elles aspirent à être fermées. Par exemple, vous prenez le cas des Haratin, la situation ethnique des Haratin est très controversée. Il y a des gens qui disent c'est une ethnie à part, une ethnie spéciale. Peut-être que l'Iran voudrait éventuellement promouvoir cette idée. Il y a des gens parmi les nationalistes arabes qui disent non, ce sont des Arabes noirs qui parlent l'arabe, ce qui est sans doute assez vrai parce qu'ils parlent effectivement l'arabe. Et il y a d'autres qui disent ce sont des noirs parce qu'ils ont la couleur noire. Mais la couleur, vous savez, en Mauritanie, c'est une affaire qui est assez indécise. Et même si elle sert de système de classement, ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, chacun peut choisir jusqu'à un certain point sa propre ethnie. C'est ce que disait Abdelrahman tout à l'heure. On vous impose de l'extérieur une certaine identification ethnique, mais en même temps, vous luttez vous-même pour faire admettre une autre identité éventuellement possible. Donc, il ne faut pas avoir une vision trop figée, à mon avis, trop substantialiste de la notion d'ethnie, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité historique et sociale. C'est ça. Ça, c'est le point sur lequel je suis absolument d'accord, 100%. Puisqu'il y a toujours un aspect effectivement subjectif dans la détermination, dans la définition de ce que c'est qu'une ethnie. Il y a évidemment des composants objectifs. Hein, parce qu'on ne peut pas appartenir à une ethnie si on ne parle pas la même langue. Ça, c'est évident. Mais cela n'est pas suffisant. D'abord parce que le choix de la langue peut être un acte libre. Après tout, si on se mettait à chercher ce que chacun est, en recherchant cette espèce de substance, on trouverait des paradoxes. Parce que chaque ethnie a ses propres critères d'identification initiale. Par exemple, les noms, patronymes. On sait que chez les Halpulaars, ce qu'on appelle les Halpulaars, il y a des noms qui relèvent entre guillemets de cette substance ethnique initiale. Un lot ne peut pas apparaître manifestement comme un Halpulaar de ce point de vue-là. Parce que l'eau, c'est pas Halpulaar. Bon, pourtant personne ne pourrait me contester la popularité aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas essayer. Par exemple. Bon, donc il y a beaucoup de considérations de cette nature qui entrent en effet en ligne de compte dans la détermination de ce genre de questions. Mais ce qui importe le plus, je crois, c'est d'avoir d'abord un espace intellectuel fait de liberté. C'est ça qui est fondamental. Si on a un espace de liberté, si on a un pays dans lequel chacun peut dire ce qu'il veut, dans le respect d'autrui, et où chacun peut se prévaloir d'un droit, et qu'il puisse avoir la possibilité de défendre ce droit, et que ce droit-là puisse être, en effet, retenu comme étant exigible devant des institutions qui sont celles de la République. À ce moment-là, on aura fait un grand pas pour clarifier le débat. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que tout ça se fait, tout ça se fait presque dans le murmure. Chacun grommelle. On ne dialogue pas, on grommelle. Chacun est dans une sorte de bouderie à l'égard de l'autre. Et chacun est en train de mettre en avant ce qu'il pense être exclusivement
eh bien, les souffrances qui sont les siennes. Chacun ignore que l'autre aussi a sa propre vision de la souffrance, de lui-même, de soi et d'autrui, etc. Donc, il y a ce qui environne ces données-là, qui sont d'ordre économique aussi et politique, pas seulement culturel, à proprement parler. Et ces données-là, c'est parce qu'on les exclut dans la réflexion qu'on a l'impression que le débat de cette nature est un débat qui tourne à vide. On a l'impression de recommencer toujours la même chose, qu'on parle de généralité et qu'on n'en finit pas de parler et qu'on n'en finit pas de parler. Mais il faut d'abord et avant tout, je crois, faire retrouver ce que Gaïdé disait tout à fait juste, l'espace humain de la question. Moi, je place cet espace humain de la question dans ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, sa liberté. Vous avez posé un problème, par exemple, vous, concernant la question de la langue. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de parler votre langue. Moi, même si je suis absolument musulman à 100%, ça ne fait pas de moi pour autant un arabe. Si tu me dis, tu dois parler, tu dois, l'arabe, j'ai dit, je ne parle pas. Moi, je prendrai de l'arabe juste ce qu'il faut pour communiquer avec Dieu. Ça, c'est pour l'avenir, c'est pour aller au paradis. Pour le reste, sur la terre, moi, je parlerai d'une autre langue que je veux. Par exemple, vous voyez. Par contre, si tu crées un espace de liberté et de débat, il y a des choses qui vont se dérouler absolument naturellement. Tu l'as dit. Les Hajj ne sont pas des fous. Ils savent El Hajj Omar, donc pratiquement tous se reconnaissent. C'est d'abord quelqu'un qui s'exprime en arabe, dont la culture fut d'abord une culture arabe. Donc, comment peuvent-ils se revendiquer de cet homme-là sans être par ailleurs quelque part arabophile? Je dis bien arabophile, c'est impossible. Par contre, si toi tu veux m'imposer cette arabophilie, je deviens arabophobe. C'est ça ce qu'on appelle la dialectique. Une chose se transforme en son contraire. Lorsque certaines circonstances ou conditions, eh bien, sont remplies pour ça. Si tu mets de l'eau sur le feu, à un moment donné, ça se transforme en vapeur, ce n'est plus de l'eau. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain seuil, eh bien, il y a des modifications internes qui se déroulent et ça se transforme en autre chose que de l'eau. Et c'est parce que nous avons un État, plus exactement des gouvernements, qui ont mis notre société sous pression, qu'ils ont transformé ce qui pouvait être de l'amour entre nos communautés en une véritable malentendu, et même aujourd'hui de plus en plus en une haine entre nos communautés. C'est ça le problème. Et donc c'est cette histoire d'accélération des particules, des contradictions au sein de notre peuple qui me pose le plus de problèmes. L'État est devenu le principal diviseur de la nation. Et si on ne règle pas le problème de l'État, on ne réglera aucun problème, on ne réglera rien du tout. Ça, il faut le dire. Et tant que nous sommes dans ce rapport-là où, hiérarchiquement, nous sommes soumis à la volonté toujours plus exigeante de nous dominer d'un État et de faire ce qu'ils veulent en niant nos libertés respectives, les libertés de tous les Mauritaniens sans aucune exception, eh bien, l'État sera celui qui distribuera les conflits et les contradictions en veux-tu, en voilà. Il décidera quand on va se bagarrer, il décidera quand on fera la paix. Demain, s'ils veulent qu'on fasse la guerre civile à Nouakchott, on fera la guerre civile. S'ils veulent qu'on fasse la paix, on fera la paix. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'institution pour ça. Voilà le fond du problème. Donc les gens, et je termine, n'ont jamais refusé, aucun ne refuse spécifiquement, de telle langue, telle ethnie ou tel groupe. C'est faux. Par contre, ce que les gens refusent, c'est qu'on utilise ces langues, qu'on utilise cela comme un élément de distribution de pouvoir, un élément d'inégalisation entre les gens et un élément donc par conséquent de domination. Et c'est en cela que la question devient politique. La question culturelle n'est culturelle que dans son expression, mais elle est fondamentalement une question politique. Et aujourd'hui, elle est devenue même une question économique, parce que grâce à la langue, par exemple, tu peux accéder plus facilement que moi. Ah, je suis un avocat. Est-ce que vous savez que je ne peux pas plaider à Nouakchott? Tu ne peux pas? Pourquoi? Mais parce que la justice mauritanienne est totalement arabisée. Et pourtant, moi j'ai été envoyé depuis très longtemps par l'État mauritanien pour faire le français. Et pourtant, je suis payé en principe pour enseigner dans la langue française, pas en arabe ou en chinois. Donc cette inconséquence, c'est ça qui crée la rancune. Et c'est ça qui fait que les jeunes, surtout les négro-africains, leur cœur se consume, leur cœur brûle, ils explosent de colère, ils regardent les gens de plus en plus avec la haine. Et les morts ne comprennent pas ça, et eux-mêmes se sentent agressés, parce que le mort moyen ne comprend pas, il ne voit pas. Il sait qu'il n'opprime personne, lui, le pauvre. Il sait qu'il ne domine personne, le pauvre. Mais il ne sait pas qu'on domine en son nom, ou qu'il y a des gens qui tentent de présenter cette domination comme étant la leur.
Et sans le savoir, par des attitudes ou des gestes, il s'identifie à cela. Alors qu'il n'y est pour rien. Donc ça c'est très important, c'est ça le malentendu de la jeunesse, c'est ça le grand problème de la jeunesse. J'aurais voulu dire un mot pour ce qui concerne la manifestation des négro-africains ici. Alors si j'étais un mot, je ne participerais pas à vos manifestations, messieurs. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas venir dans une manifestation lorsqu'on identifie toute une communauté à ce qui est en train de se passer. Parce que les morts, ils rasent les murs quand il y a les négro-africains entre eux. Ils se sentent agressés eux aussi, alors qu'ils sont coupables ils ne sont coupables de rien par rapport à ça. Si on lançait des mots d'ordre qui soient suffisamment généraux pour intégrer nos revendications en tant que négro-africains ou nos revendications en tant que morts, et pour que chacune de nos communautés se retrouve dans ces revendications, il n'y aurait pas de preuve. La preuve, vous voulez une preuve concrète, pas philosophique mais concrète. Mais ce qui se passe à Nouakchott, moi j'ai participé au forum. Lisez les 7 défis qui ont été conclus par les participants à ce forum. Il n'y a pas eu de précédent d'un forum comme celui-là à Nouakchott. Tous les syndicats, tous les partis politiques de l'opposition, quasiment toutes les organisations de la société civile, quasiment toutes les grandes personnalités négro-africaines, Halpula, Wolof, Soninké, Mo, vous pouvez prendre le risque. Tout ce monde-là se retrouve, discute, tombe d'accord sur un certain nombre de choses, y compris sur l'exigence des traductions, en disant rien ne pourra être dit si ce n'est pas préalablement traduit. En disant il faut que toutes les langues nationales mauritaniennes soient officielles. Je dis bien officielles. Qu'il n'y a pas seulement que l'arabe qui doit être une langue officielle, mais que toutes les autres langues doivent l'être. Mais ça c'est le fruit de quoi? Et ça, ce sont des morts qui l'ont dit. Merci. Vous voyez? Par contre, s'ils se sentent stigmatisés, si les Arabes se sentent stigmatisés, s'ils se sentent indexés, ils se sentent regardés de travers, ils se sentent en état de suspicion, ils ne viennent pas. Ils restent chez eux. Écoutez-vous, ce serait pareil. Merci beaucoup. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce... Le dernier documentaire que j'ai réalisé sur le problème des terres spoliées dans la région du Sud, en Mauritanie. Donc j'ai mis 2 ans à écrire ce film et il a été réalisé exactement au mois de juillet passé. Donc je vous invite à le voir et après je serai prêt pour des questions d'ordre technique et peut-être même politique. Commune gartira ko leydi ndi goom hayso emin maaye he emin ñoola d'accord on peut arrêter baddirno ko Sénégal min koodani hannde min koodani jam ɗo min maaya yimɓe sakki woni nder goto voilà ala hen kettotoo ala hoɗo min jahani amin nde heddi komin ñaagi Allah komin ɗiɗi koye anniyaji amen yo Allah walla min hen woni koye leɗɗa min mbawima haalde ha gas jaw